Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers invités, mesdames et messieurs, devant la représentation nationale et dans cette salle mythique des conférences internationales du Palais des Congrès, salle dont les murs silencieux nous murmurent quelques moments essentiels dignes de mémoire de notre histoire contemporaine, il me paraît indiqué, conformément à l'article 103 de la Constitution de notre pays, de vous présenter humblement en ce jour du 3 juin 2016 le programme d'action de mon gouvernement. Depuis le référendum du 25 octobre 2015, notre pays a entamé sa marche vers une nouvelle république, appelée de tous ses voeux par son peuple souverain. Cette ère nouvelle de notre pays s'est concrétisée avec l'élection de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, à la magistrature suprême, devenant ainsi le premier président de cette nouvelle République. Permettez-moi, honorable président, d'exprimer de nouveau mes sentiments de profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu m'appeler aux fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. La grandeur de mon mission est à la dimension de l'importance et de la symbolique que revêt ce qui deviendra désormais un rituel républicain. Cette émotion, vous le comprenez, est celle d'un fils du Congo qui mesure devant vous, illustre mandataire du peuple souverain, la gravité de la noble charge qu'il accepte de porter avec courage et abnégation dans un contexte marqué par de fortes attentes et d'espérances de rupture par tous nos compatriotes qui aspirent légitimement à un mieux-être. Tous les membres du gouvernement que j'ai l'insigne de diriger se joignent à ma personne pour vous exprimer notre admiration et notre respect devant la noblesse de votre tâche et surtout vous dire, avec la plus grande conviction, que le gouvernement de la République accordera toujours à vos interpellations, vos critiques et vos suggestions la plus haute attention de façon à favoriser les échanges constructifs entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans l'intérêt exclusif du peuple congolais. Solennellement, j'exprime ici avec respect et humilité cette reconnaissance en mon nom personnel et au nom de toutes les forces de progrès qui, dans cette nation, en quête d'unité et de cohésion, de partage et d'ouverture, ont communié avec le président Denis Sassou Nguesso pour donner une voilure affirmée au premier pas de la nouvelle République. Honorables députés, mesdames et messieurs, cette présentation du programme d'action du gouvernement intervient dans un contexte national et international marqué par plusieurs défis que les gouvernants doivent relever, entendu que
les sociétés contemporaines ont ceci de particulier qu'elles doivent répondre avant tout à la quadruple demande sociale de sécurité. Je cite sécurité individuelle et collective, sécurité alimentaire et nutritionnelle, sécurité économique et sécurité climatique. Au plan international, la vie sur la planète Terre en ces temps modernes n'a jamais été aussi incertaine à cause de la menace terroriste qui n'épargne aucun continent, aucun pays, aucun peuple. En conséquence, les réponses à ce phénomène imposent une mise à niveau permanente des moyens de prévention afin que ne soit fragilisée l'une des plus importantes fonctions régaliennes des États, en l'occurrence la sécurité des personnes et des biens. L'autre bout de l'incertitude du monde est porté par deux phénomènes qui menacent la paix planétaire, les changements climatiques et la pauvreté, qui sont la conséquence indéniable des paradigmes productivistes et des modes de vie et d'organisation sociale incompatibles avec l'ordre naturel. Car, comme le précise le philosophe Bacon, je cite, qu'on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Fin de citation. Par ailleurs, l'économie mondiale connaît un décrochage de sa croissance globale à cause, selon le Fonds monétaire international, de l'effet combiné de la baisse des cours mondiaux des matières premières, notamment énergétiques, et du durcissement des conditions de financement, particulièrement au détriment des pays émergents et en développement. Dans les pays émergents et en développement, les entrées de capitaux sont en baisse. Une partie des réserves a été ponctionnée. Les écarts de taux souverains se sont creusés et les monnaies se sont affaiblies. Ça, c'était une citation du FMI. Pour aller plus loin, ensemble, dans la marche vers le développement, il faut faire avec ce monde dans lequel l'un principal moteur de la mondialisation, à savoir les échanges internationaux et les flux des capitaux, sont en pleine crise. Le retournement du marché pétrolier révèle une fois de plus la fragilité des économies monoproductrices et mono-exportatrices des matières premières qui ont l'obligation de donner d'autres perspectives structurelles. C'est la condition de leur survie. La progression du poids des pays émergents et en développement dans le produit intérieur brut mondial, qui est passé de 36% dans les années 80 à 56% sur la période 2010-2015, davantage en raison des effets structurels des premiers plutôt que des positions rentières des seconds, montre l'étendue des réformes à conduire dans les pays en développement pour vaincre la vulnérabilité systémique qu'ils connaissent. Même l'appartenance de ces pays à des communautés économiques régionales ne suffit jamais à rendre compétitives des économies comme celle de notre pays. Le Congo est celle qui lui ressemble si ces perspectives alternatives ne sont pas envisagées, organisées, programmées et appliquées. Enfin, toujours au plan international, la 21e conférence des partis COP21 tenue à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015 et ses engagements pertinents donnent une claire direction pour la prise en compte de la menace climatique dans les politiques nationales de développement.
Au plan national, cette présentation du programme d'action du gouvernement intervient dans un contexte marqué politiquement par une situation pré- et post-électorale qui donne la mesure de ce qui reste à faire collectivement dans les domaines de la paix, la stabilité, l'unité et la cohésion nationale. L'avènement de la nouvelle République, à la faveur de la Constitution votée le 25 octobre et promulguée le 6 novembre 2015, est fondé, entre autres, sur un désir de partage du pouvoir qui a rendu décisive l'évolution des institutions de notre pays. Certains de nos compatriotes ont apprécié différemment l'opportunité à la fois historique et politique de cette évolution. Oui, ainsi vont les différences d'opinion en démocratie. Notre pays subit encore, avec la situation dite du département du Poul, les conséquences de la violence politique aveugle consécutive à ce malentendu. Je condamne toute forme de violence et affirme que le gouvernement de la République mettra tout en œuvre pour que le dialogue politique et non la violence soit toujours la meilleure arme de préservation de la paix et de la stabilité, comme le prescrit la Constitution. Depuis, le peuple congolais a élu, dès le premier tour, un président de la République le 20 mars 2016. Le président de la République est entré en fonction le 16 avril 2016 en prêtant le serment constitutionnel prévu à l'article 77, ponctué par le discours d'investiture qui a posé les bases doctrinales de la gouvernance quinquennale. Conformément aux dispositions de l'article 83 de la Constitution, le président de la République a nommé le Premier ministre chef du gouvernement le 23 avril 2016. Enfin, pour parachever le processus de la mise en place du pouvoir exécutif, le président de la République, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, a nommé les membres du gouvernement dont le rajeunissement et la féminisation ne vous ont pas échappé. La Constitution, adoptée par le peuple congolais, est en marche et libère progressivement ses effets depuis son entrée en vigueur. Au nom du président de la République, garant du respect de la Constitution, je renouvelle ici l'engagement des autorités exécutives nationales à appliquer scrupuleusement les dispositions juridico-légales afin que les valeurs cardinales évoquées si justement à l'occasion de ce discours d'investiture, en l'occurrence le travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la probité et l'unité nationale, le respect de la chose publique et l'amour de la patrie, symbolisent la mosaïque des couleurs de la marche vers le développement du Congo éternel, notre patrimoine commun. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables députés, depuis l'an 2000, l'économie nationale est en croissance continue. Le rythme de la croissance a varié d'une année à une autre, sans dépasser les 10%, ni être inférieur à 2%, à l'exception de l'année 2007, qui a connu une croissance négative de moins 2%. Au cours des 5 dernières années, le taux annuel moyen de croissance a été de 3,7%. Cette bonne santé économique s'est reflétée sur les finances publiques qui ont connu une évolution particulièrement favorable
entre les années 2000 et 2014. En effet, les recettes budgétaires hors emprunt et dons sont passées de 400 milliards de francs CFA en 1999 à presque 2000 milliards de francs CFA en 2006, à plus de 3 000 milliards de francs CFA en 2012, 2013 et 2014, avec génération d'excédents budgétaires de 2003 à 2013. Le Congo doit à ses politiques publiques, pour ne retenir qu'une chose, le succès des 11e Jeux africains qui ont réuni la jeunesse sportive africaine à Brazzaville, leur berceau cinquantenaire. De même, l'investissement brut national, c'est-à-dire la somme des investissements publics et privés, a progressé de façon exponentielle, passant de 500 milliards de francs CFA en l'an 2000 à plus de 3 000 milliards de francs CFA en 2012 et 2013. Les Congolais et les Congolaises doivent savoir que la réalité concrète de tous ces indicateurs, de tous ces chiffres, se trouve bien dans les nombreuses réalisations infrastructurelles, économiques et sociales qui structurent le bilan de la gouvernance du président Denis Sassou Nguesso. À la vérité, l'exploitation de la ressource minière, de loin la plus importante de notre pays, le pétrole et toujours le pétrole, et l'usage qui a été fait des revenus que le pays a tirés de cette exploitation ont rythmé cette croissance dont la conséquence visible est dans la transfiguration du territoire national aspirée par modernisation progressive. Honorables députés, en dépit de leurs difficultés réelles indéniables, nos compatriotes avisés et avertis n'ont pas la mémoire courte. La sagesse léguée par nos anciens nous enseigne que l'on ne jette pas de pierre dans la source où l'on a bu. Les acquis des politiques publiques sont nombreux, pour ne citer que quelques symboles. Qui de ma génération aurait pu imaginer qu'un jour, habillé en tenue de ville à 6 heures du matin, on quitterait Pointe-Noire dans le sud-ouest pour se retrouver quelques heures plus tard à Brazzaville et poursuivre allègrement sa route vers la ville de Ouesso, dans le nord-ouest, traversant le Mayombe vaincu, la savane et les montagnes escarpées des plateaux maîtrisés, les zones inondées de la cuvette dominées, une partie de la forêt du Congo perforée. Qui de ma génération aurait pu imaginer les chefs-lieux des départements de notre pays transformés en cités modernes, raccordées presque toutes aux 2 routes nationales à la faveur d'une salutaire opération d'aménagement du territoire dite de municipalisation accélérée, où les nouvelles lignes électriques côtoient les immeubles publics de nouvelle génération qui bordent les voiries urbaines, succédant à des voies de communication poussiéreuses et aléatoires. Qui de ma génération aurait pu imaginer la banalisation de l'eau potable au robinet dans des villages où le dessin du robinet n'était connu que dans les livres didactiques de l'école publique, dans un contexte où l'eau potable passait pour être un produit rare. Qui de ma génération aurait pu imaginer les Jeux africains se dérouler dans un complexe sportif répondant aux standards internationaux les plus exigeants? Les routes et les ponts
les ports et les aéroports, les barrages et les usines d'eau potable, les écoles d'excellence et les universités, la fibre optique et l'économie numérique, les hôpitaux généraux et le régime d'assurance maladie universelle, le manioc et le cacao, la gestion forestière et la protection de l'environnement, la protection sociale et la gestion des catastrophes, le genre et la jeunesse sont autant pour l'énumération ne soit exhaustif, autant de domaines qui ont été touchés par l'investissement public et privé comme jamais cela n'a été dans notre pays depuis l'indépendance. Oui, le Congo, notre pays, a changé et devra changer davantage. Et nous ne pouvons pas oublier et les symboles de ce changement et les hommes et les femmes qui l'ont bâti. Aristote écrivait dans Éthique et Éden que l'objet principal de la politique est de créer l'amitié entre les membres de la cité. Fin de citation. Pour toutes ces avancées indéniables, je rends environ hommage au président Denis Sassou Nguesso et à tous ses prédécesseurs qui, chacun à sa manière et selon son destin, a apporté sa pierre à l'édifice Congo. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, les acquis des deux précédents projets de société du président Denis Sassou Nguesso, la nouvelle espérance et le chemin d'avenir n'ont jamais eu pour vocation d'épuiser le champ des besoins économiques et sociaux du peuple congolais. Dans cette période contemporaine où l'État est de plus en plus présent dans la vie quotidienne des citoyens, les faiblesses de la gouvernance publique dans notre pays sont dans tout ce que les politiques publiques n'ont pu concrétiser ou ont insuffisamment concrétisé pour atteindre le plus grand nombre. Ces faiblesses constituent, à vrai dire, l'envers du succès de ces politiques. En effet, la volonté politique de mailler le pays en infrastructures de base, d'industrialiser et de moderniser, objectif fondamental du chemin d'avenir, a entraîné un niveau d'engagement financier élevé dans une économie rendue vulnérable par la prédominance sectorielle du pétrole. En 2015, les revenus pétroliers ont chuté de 105% et les recettes publiques au total ont diminué d'environ 43% par rapport à 2014. Cette situation budgétaire difficile que reflétera le projet de budget loi de finances rectificative 2016, que le gouvernement de la République soumettra incessamment à l'examen du Parlement, expose le pays à l'épuisement des réserves constituées, à l'augmentation des arriérés intérieurs et au risque de surendettement. Devant la détérioration du déficit budgétaire et du compte courant de la balance de paiement, mon gouvernement n'a pas d'autre choix que de procéder de manière responsable à un ajustement non seulement budgétaire, mais aussi des comportements face à la dépense publique. S'agissant de la dette publique de notre pays, au 31 mars 2016, elle s'élève à 2 785 milliards de francs CFA, dont 350 milliards de dettes intérieures réparties entre la dette sociale et la dette commerciale. La dette extérieure représentait près de 50% du PIB à fin décembre 2015 contre 20% 5 ans plus tôt. La détérioration de cet indicateur impose l'observation d'une politique d'endettement prudente afin d'éviter de compromettre la viabilité de la dette prescrite par les standards internationaux. À l'évidence, honorables députés, la situation actuelle appelle une réaction hardie
tant sur le plan des réformes à consolider ou à engager que sur le plan de la culture générale de la conduite des politiques publiques. Je dois donc à la vérité de dire solennellement aux Congolaises et aux Congolais que si le pays ne prend pas le courage de s'ajuster par lui-même, il y sera contraint par la volonté des autres, ce que personne ne souhaite au regard de l'expérience douloureuse d'un passé récent. Pour le dire autrement, mon gouvernement sera avant tout préoccupé par le rétablissement de la stabilité macroéconomique et la viabilité budgétaire qui conditionnent le succès de la marche vers le développement. Honorables députés, on peut aussi observer que la croissance induite par l'exploitation du pétrole et les infrastructures de base, quoique louables, n'a pas été suffisamment inclusive. Socialement, les besoins du peuple congolais à satisfaire sont encore nombreux, en dépit des avancées notoires dans la prise en charge du paludisme chez les enfants de moins de 15 ans, des césariennes, de l'infection à VIH-Sida, de l'accès à l'eau potable dans de nombreux villages, de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG et les perspectives de modernisation de l'offre de santé. Les conditions de vie de nos concitoyens sont améliorées dans des domaines de l'accès à l'eau potable dans les villes, de l'accès à l'électricité, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au logement social et à la salubrité publique. Effectivement, nos villes assainies peuvent offrir un cadre de vie agréable pour tous. C'est pourquoi, face à la détresse sociale